Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Hernandez, responsable de l'activité épargne et patrimoine à la Banque CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de votre patrimoine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, nous allons vous présenter ce qu'il faut mettre en place lorsque vous souhaitez protéger ce que vous aimez quand vous êtes dans la situation d'une famille recomposée. Alors au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Nous prendrons évidemment le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Pour vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Viel, responsable conseil juridique Sud-Ouest du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Véronique. Bonjour Marlène. Et Paulo Gamero, qui est conseiller épargne patrimoine au CIC Sud-Ouest dans le secteur d'Océan-Pyrénées. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marlène. Et donc vous animerez avec moi ce webinaire. Alors que se cache-t-il derrière la notion de famille recomposée ? Les familles recomposées aujourd'hui sont un sujet vraiment d'actualité. C'est un schéma organisationnel qui peut varier d'une famille à l'autre. Il peut y avoir des enfants en commun, des enfants de la précédente union du côté de l'un et l'autre. Il peut y avoir un seul enfant d'une première union, etc. Les combinaisons sont très nombreuses et variées. D'où la complexité justement du point de vue patrimonial. Alors en France, on recense près de 8 millions de familles dont 9% sont recomposées, soit près de 220 000 selon l'INSEE. L'étude montre également que les familles recomposées sont généralement les plus grandes, notamment avec le nombre d'enfants logés sous le même toit. Chaque famille recomposée est unique, elles n'ont pas les mêmes particularités, mêmes relations, mêmes ententes, même situation ou encore composition. Donc du point de vue patrimonial, quelles vont être les questions principales à se poser? Alors parmi ces questions essentielles, il faut s'interroger par exemple sur sa situation matrimoniale. Êtes-vous marié? Avez-vous un ou plusieurs enfants en commun? Quel est votre régime matrimonial? Existe-t-il une mésentente familiale? Sur la thématique successorale également, connaissez-vous les droits légaux de votre conjoint sur votre succession? Quels sont les droits applicables pour votre conjoint? Souhaitez-vous garantir aux survivants la libre disposition d'un bien en particulier? Avez-vous déjà mis en place des dispositifs d'organisation patrimoniale? Avez-vous des contrats d'assurance vie, des souscriptions simples? Avec quels fonds? Les questions sont vraiment très nombreuses. Donc il faut se poser les bonnes questions et mettre en place en fait des solutions adaptées à chaque situation, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors je me tourne vers vous Véronique, pouvez-vous nous donner des pistes de solutions, des dispositifs justement dans le cas où les conjoints sont mariés? Oui. Et que l'objectif patrimonial est de protéger justement son conjoint? Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage confère à lui seul des avantages matrimoniaux, c'est-à-dire des avantages qui résultent du simple fait d'être marié, comme par exemple les droits sur le logement de la famille. Dans le cas de décès de l'un des conjoints, le conjoint survivant bénéficie d'un droit temporaire au logement pendant l'année suivant le décès et ensuite d'un droit viager. Ensuite, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, ce qui n'a pas toujours été le cas. Les conjoints peuvent aussi prévoir de se consentir des donations entre époux, plus communément appelées donations au dernier vivant. Et enfin, ils peuvent aménager leur régime matrimonial, par exemple avec une clause de préciput. En présence d'enfants non communs, les droits du conjoint survivant sont, en l'absence de toute disposition spécifique, de 1/4 en pleine propriété sur les biens de la succession. Alors qu'en présence d'enfants uniquement communs, ces droits sont de 1/4 en pleine propriété ou la totalité en usufruit. On voit donc que le nouveau conjoint est moins bien protégé. Il faut aussi avoir en tête la notion de réserve héréditaire. Cela signifie qu'en présence d'enfants, ceux-ci ont une part incompressible sur l'héritage qui varie en fonction du nombre d'enfants. Ensuite, le mariage procure un effet de levier en fonction de la nature du régime matrimonial. Il existe plusieurs régimes matrimoniaux. Le régime légal et le régime de la communauté réduite aux acquêts constitués des biens acquis pendant le mariage. Autre régime matrimonial, la séparation de biens. La séparation de biens dans lequel il n'y a pas de biens communs. Ensuite, la participation aux acquêts qui fonctionne comme un régime de séparation de biens et se liquide comme un régime de communauté. Au moment de la dissolution, chacun des époux a droit à la moitié de l'enrichissement de son conjoint. Et enfin, le régime de la communauté universelle dans lequel il n'y a que des biens communs. Il est possible de prévoir d'aménager le régime matrimonial. Par exemple, dans un régime de séparation de biens, on peut créer une poche de biens communs que l'on appelle une société d'acquêts.
Pour protéger mon conjoint, je peux faire une donation entre époux, ce qui permettra d'augmenter ses droits dans ma succession, la donation entre époux prévoyant plusieurs options que celui-ci choisira le moment venu. En pratique, je peux aussi prévoir de lui donner à mon décès l'usufruit de tous mes biens ou seulement une partie, comme la résidence principale par exemple. Ainsi, son logement est assuré et à son décès, mes enfants retrouveront la pleine propriété. La donation entre époux étant révocable, je peux changer d'avis à tout moment jusqu'à mon décès. Ensuite, il existe la clause de préciput, qui est un avantage matrimonial. Comment ça fonctionne-t-il? C'est en fait une modification du régime matrimonial. En régime de communauté, la clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever avant tout partage le ou les biens désignés dans la clause. Et l'avantage matrimonial nécessite la signature d'un acte notarié. Il présente moins de souplesse que la donation entre époux. Merci Véronique pour cet éclairage juridique de la situation. Alors Polo, vous allez certainement nous communiquer des pistes de solutions complémentaires justement pour la protection du conjoint dans le cadre d'une situation où les époux donc, sont mariés. Tout à fait. Alors effectivement, je pense naturellement à l'assurance vie qui offre plusieurs possibilités. Donc la plus simple, c'est l'adhésion simple par un assuré. Et on peut la compléter en fonction de différents types de souscriptions possibles. Donc on peut, en alternative à une adhésion simple, proposer une adhésion en coadhésion avec dénouement au premier décès. Donc la particularité, c'est qu'il y a dénouement du contrat lorsque l'un des deux époux décède. L'avantage, c'est que l'on profite des premiers niveaux d'abattement. L'autre cas de figure est la coadhésion avec dénouement au second décès. Et là, l'avantage, c'est qu'on conserve, enfin en tout cas le conjoint survivant conserve l'antériorité fiscale du contrat, ce qui peut être un plus, et en revanche, on perd les avantages du premier abattement. Donc voilà, il faut faire attention à sa stratégie. Alors il pourrait être tentant d'envisager une coadhésion ou une co-souscription avec le partenaire qu'on aurait choisi, mais la particularité, c'est qu'il y a un risque de requalification en donation indirecte. Et là, donc, ça peut constituer un frein et c'est le fisc qui viendrait y jeter un œil, donc à éviter. Concernant les capitaux qui rentrent dans une communauté légale, si vous êtes bénéficiaire de capitaux dans le cadre d'une succession ou d'une donation, il faut privilégier une adhésion simple et un remploi des capitaux afin de bien les identifier comme tels. Et s'il s'agit de capitaux communs, eh bien, on pourra choisir librement entre les différents types de contrats que je viens d'évoquer. Autre particularité, c'est qu'il est important de bien définir votre objectif patrimonial et c'est là où l'échange que vous allez avoir avec votre conseiller prend toute son importance puisque vous allez pouvoir définir une stratégie et peut-être combiner plusieurs types de contrats au gré de vos besoins. À cela vient s'ajouter, en plus de l'assurance vie, donc la prévoyance décès et l'assurance emprunteur. L'assurance décès est un bon complément de l'assurance vie, surtout lorsqu'on n'a pas forcément au départ le capital nécessaire à l'assurance vie. Donc ce dispositif permet, moyennant le versement d'une prime, de vous protéger pour un certain niveau de capital et parallèlement, cela vous laisse le temps de vous constituer ce capital par des versements programmés sur votre contrat d'assurance vie. Donc là, c'est une vraie complémentarité entre les deux supports. Enfin, dans le même esprit, il est toujours intéressant de souscrire à une assurance emprunteur et les banques le recommandent systématiquement lorsqu'elles accordent un crédit. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de proposer aux clients d'être assurés 100% sur chaque tête, c'est comme ça qu'on dit, de sorte que bien, si l'un des deux décède, eh bien, l'encours de prêt est totalement remboursé par l'assurance, payé par l'assurance, et donc l'époux ou l'épouse survivant n'aurait pas cette charge à supporter seul.
Alors là, nous venons de voir les pistes de solutions dans le cas des familles recomposées lorsque les deux personnes sont mariées. Dans de nombreuses situations, en fait, les personnes qui vivent ensemble ne souhaitent pas forcément s'unir par le mariage. Et pourtant, l'objectif patrimonial reste le même, de protéger la personne avec qui ils vivent. Donc dans ce cas-là, quelles peuvent être les pistes d'optimisation pour répondre à cet objectif de protection de la personne avec qui on vit, de son partenaire? Alors, il faut savoir que si vous restez en situation de concubinage, les concubins ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Et si vous faites un testament, le concubin survivant héritera, mais en payant 60% de droits de succession. Donc, si vous ne souhaitez absolument pas vous marier, mais que vous souhaitez toutefois protéger votre nouveau conjoint, vous pouvez opter pour le PACS avec un testament. Sans testament, le PACS ne donne aucun droit au conjoint survivant. Avec un testament, il devient héritier et en plus, il ne paiera pas de droits de succession. Le testament vous permettra de lui léguer par exemple une partie de vos biens, comme la résidence principale, en pleine propriété ou en usufruit. Et cette dernière solution permettra aux enfants de récupérer la pleine propriété du bien au décès du conjoint survivant. Et comme indiqué tout à l'heure, avec un testament, le partenaire survivant ne paiera pas de droits de succession. Et je me permets de rajouter, Véronique, tout l'intérêt que porte dans ce cas précis l'assurance vie, puisque, alors je rappelle que les droits de succession entre des personnes qui ne seraient ni mariées ni pacsées sont très importantes, puisque après un abattement de seulement 1 594 €, nous sommes tout de suite à 60% de taux de taxation, ce qui est relativement élevé. Donc la bonne solution, c'est dans le cadre d'une adhésion simple, puisque là, il n'y a pas de régime de communauté, donc on ne peut partir que sur une adhésion simple, c'est de nommer le conjoint partenaire au contrat et de lui faire bénéficier donc d'avantages fiscaux importants, puisque pour les versements avant 70 ans, on bénéficie de 152 500 € par bénéficiaire. C'est déjà une belle somme. Sur le seuil complémentaire de 700 000 €, nous sommes sur un forfait de 20%. Et c'est seulement au-delà où on est à un prélèvement de 31,25. Mais vous voyez, entre ces prélèvements en exonération de premier niveau, 20% et 31,25, on est largement en dessous des 60% que j'évoquais. En revanche, concernant les versements après 70 ans, là, il y a un plafonnement des avantages fiscaux. Et là, il s'agit de verser dans la limite de 30 500 €, tout bénéficiaire et tout établissement confondu. En revanche, l'intérêt de ces versements après 70 ans, c'est que à la fois les intérêts et les plus-values réalisées bénéficient de cette exonération. Donc c'est un vrai avantage et il ne faut pas se bloquer à cette date des 70 ans, on peut aller au-delà. Enfin, il est toujours possible de démembrer la clause bénéficiaire, mais on le verra plus tard dans l'énoncé. Merci Polo. Alors on a bien compris l'intérêt de l'assurance vie, mais qu'en est-il en fait d'un contrat de prévoyance décès qui est souvent associé ou mis en complémentarité de ce dispositif qui est l'assurance vie? Oui, c'est vrai. Alors oui, la prévoyance répond parfaitement à un besoin en cas d'absence du capital, comme je viens de l'évoquer, et il est important de bien calibrer, j'ai envie de dire, ce capital et de définir en fonction de l'âge de l'assuré le capital souhaité. On peut d'ailleurs désigner plusieurs bénéficiaires au contrat, et comme l'assurance vie, ces capitaux pourront servir soit à payer des droits de succession, soit à replacer ces capitaux pour générer des revenus complémentaires pour le conjoint survivant ou le partenaire, et puis faciliter éventuellement le partage successoral lorsqu'il y a des problèmes de rééquilibrage. Le plus simple, c'est de rééquilibrer avec des liquidités, et donc on peut utiliser les capitaux que l'on reçoit dans ce cadre-là. Particularité de la prévoyance, c'est que les capitaux n'entrent pas dans la succession, et surtout, ils n'entrent pas dans le calcul de la part réservataire des enfants. Ce qui peut aussi constituer un avantage.
Attention donc à cette notion de capital, puisque on bénéficie donc d'une cotisation faible par rapport au montant garanti, hein, mais ce sont ce qu'on appelle des cotisations à fonds perdus. Donc si on ne décède pas, eh bien, on aura payé pour rien, mais j'ai envie de dire tant mieux. D'où l'importance aussi de faire un inventaire de quels seront les besoins, les ressources, les dépenses du conjoint survivant afin que il puisse conserver son niveau de vie, le cadre de vie en gardant un bien par exemple et en pouvant donc continuer à l'occuper, et enfin préparer dans un second temps la dépendance et l'autonomie avec le vieillissement que l'on connaît aujourd'hui. Attention à la limite d'âge, puisque le coût de l'assurance décès peut augmenter lorsque l'on prend de l'ajustement. Donc, n'oublions pas l'assurance emprunteur, hein, qui, pour les couples non mariés, permet également d'optimiser votre situation, comme on vient de le voir précédemment. Après, je pense à une dernière optimisation dans le cadre de la SCI, mais là, je vais passer la main à notre spécialiste. Spécialiste, je ne sais pas, mais il existe effectivement la SCI qui est un outil fabuleux pour mettre des biens en commun. En effet, la SCI permet d'organiser la gestion d'un bien, la perception des revenus et la transmission des biens. On peut par exemple prévoir dans les statuts des gérants successifs, ce qui permet d'anticiper un décès. Enfin, en cas de décès, ce sont les parts de la SCI qui tombent dans l'actif de la succession et non le bien lui-même, ce qui permet d'éviter l'indivision. Merci pour tous ces éléments, Polo et Véronique. Donc là, on a vu tout ce qui était en relation avec la situation, avec la protection des conjoints dans le cas marié, non marié. Donc on va se tourner dans cette deuxième partie sur la protection des enfants. Alors, quand je dis enfants, mes enfants, les enfants du conjoint. Donc Véronique, peut-être vous pouvez démarrer cette partie avec des pistes d'optimisation justement sur la protection de mes enfants. Alors, en fait, si je veux protéger mes enfants, je peux tout simplement choisir de ne pas me marier et de ne pas me paxer. Cette solution est radicale puisqu'elle permet de protéger exclusivement les enfants au détriment du conjoint. Dans cette configuration, le conjoint n'héritera de rien. Mais cette solution est un peu radicale. Polo, je vous passe la parole. Merci. Oui, effectivement, sans en arriver à cette extrémité, le démembrement de la propriété peut être une bonne alternative à proposer. De quoi s'agit-il? C'est la possibilité de transmettre de son vivant une partie de la propriété d'un bien en séparant, je vais le dire comme ça, la pleine propriété en deux sous-parties. D'un côté, l'usufruit, qui va permettre à son titulaire de jouir du bien, de l'occuper, de le louer. Et enfin, le nu propriétaire qui, lui, récupérera à terme ce bien. Il le récupère comment? Eh bien, par le décès de l'usufruitier, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, à ce moment-là, l'usufruit rejoint la nue propriété pour reconstituer la pleine propriété du bien. L'avantage de ce type d'opération est de transmettre à ses enfants en laissant profiter à son conjoint de sources de revenus ou tout simplement d'un toit pour se loger. Notez qu'au moment du démembrement, on parle d'une donation, hein. C'est un acte qui se fait par acte authentique, donc devant un notaire. Et il y a donc à prendre en considération l'âge du donateur. Donc si j'ai entre 61 ans et 70 ans, eh bien c'est 60% de la valeur du bien qui est retenue. Donc ça a quand même un intérêt, car on peut coupler ce démembrement à un abattement dans le cadre des donations que l'on peut faire bénéficier aux enfants, par exemple. Et dans ce cadre-là, ce sont 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans, qui peuvent être transmis. Donc c'est une très belle opération qu'on réalise, mais qui doit être faite de son vivant. Un point d'attention à ce stade, il faut que l'enfant puisse bénéficier à un moment ou à un autre de la pleine propriété du bien. Il est important de faire attention à cet écartage entre l'usufruitier et le nu propriétaire, sinon on pourrait s'éloigner de l'objectif initial du donateur, de faire profiter de ce démembrement à ses enfants qui sont ses héritiers.
solution qui entre en lien avec l'assurance vie, c'est la clause bénéficiaire démembrée, où là, alors on connaît tous hein, les clauses standards, là on va être un peu comme dans l'immobilier, il va y avoir un usufruitier, un nu propriétaire, souvent l'usufruitier est le conjoint, les enfants sont les nus propriétaires, et donc ce schéma va permettre de transmettre avec des droits de succession réduits, puisque on va sauter comme ça de une génération, j'ai envie de dire, avec la nue propriété enfin l'usufruit, pardon, qui rejoint la nue propriété pour reconstituer le contrat à l'issue. Et autre remarque, il serait tentant donc de créer ce type d'opération avec des tierces personnes afin d'éviter une double imputation, une double taxation, pardon. Donc ça peut être envisagé, mais attention à la part réservataire toujours des enfants. Et vous l'aurez compris, cette clause bénéficiaire démembrée est quand même plus intéressante que la clause standard. Véronique, d'autres pistes d'optimisation peut-être? Oui, tout à fait. Il est toujours possible de faire des libéralités graduelles ou résiduelles. Ces libéralités peuvent être consenties par testament ou par donation et elles permettent au défunt d'imposer à un premier gratifié de conserver un bien et de le transmettre à son propre décès à un second gratifié qui est d'ores et déjà désigné. Dans la libéralité résiduelle, le premier gratifié ne transmettra au second gratifié le bien que si celui-ci existe toujours. Alors par exemple, dans une famille recomposée avec des enfants d'un premier nid, vous pouvez prévoir de gratifier votre conjoint en lui donnant des biens, à charge pour celui-ci de transmettre à son propre décès les biens aux enfants. De cette manière-là, vous protégez votre conjoint dans un premier temps et dans un second temps, ces biens sont transmis à vos enfants. Autre piste, l'adoption. Pour protéger votre enfant issu de votre première union, tout en protégeant votre conjoint et les enfants que vous avez eus avec celui-ci, votre conjoint peut adopter cet enfant. De cette manière, celui-ci devient héritier de son beau-parent et bénéficie des mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique. Il bénéficie d'un point de vue fiscal du même traitement, c'est-à-dire avec les mêmes abattements et le même barème des droits de succession, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière. L'enfant adopté ne peut toutefois pas avoir plus de 3 parents, ses 2 parents biologiques et le nouveau conjoint de l'un de ses parents. Ce qui veut dire que les 2 beaux-parents ne peuvent pas adopter cet enfant. Attention toutefois, l'adoption est aussi une solution radicale puisqu'elle est irréversible. Elle crée des droits et des obligations réciproques entre adoptants et adoptés. C'est un dispositif qui doit donc être mûrement réfléchi. Tout à fait, merci Véronique, c'est très clair. Donc là, on vient de voir les mesures qui permettent de protéger son enfant ou l'enfant commun. Maintenant, on va s'intéresser à la protection de l'enfant du conjoint. C'est une situation qui peut se présenter dans le cadre des familles recomposées. Véronique, dans cette situation, il est aussi possible d'adopter l'enfant de son conjoint. On revient à la même situation que précédemment. Alors, je me retourne du coup vers Polo, qui va certainement reparler de l'assurance vie oui, bien sûr. peut-être de la prévoyance décès. Je vous laisse développer. Tout à fait. Donc, en effet, hein, il est possible tout simplement d'inscrire les enfants de son conjoint à la clause bénéficiaire du contrat, de sorte qu'ils puissent bénéficier des différents niveaux d'abattement que j'évoquais tout à l'heure, avec les versements avant 70 ans et après 70 ans. Donc, c'est un vrai levier de transmission. Attention toujours à respecter la part réservataire de vos héritiers, que sont vos enfants, quand il y en a. Et puis, j'ai envie de conclure mon propos sur la prévoyance décès, en rappelant qu'il est très utile, notamment lorsqu'on est en présence d'enfants mineurs ou des enfants plus grands qui poursuivent des études longues, de mettre en place ce type de prévoyance, de sorte que si d'aventure il y avait un décès, eh bien ces enfants du conjoint puissent poursuivre leurs études avec soit le versement d'un capital, soit, si cette option a été retenue, par la mise en place d'une rente éducation le temps de leur scolarité. C'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement lorsque le conjoint, donc le potentiel défunt, n'a pas lui-même d'enfants en bas âge qui suivent une scolarité.
Merci Polo et merci Véronique, vos informations étaient vraiment très très claires. Alors toutes les notions présentées sont très intéressantes, mais cela peut paraître difficile de choisir les meilleures options en autonomie adaptées à sa situation. Alors vous qui nous regardez, nous vous préconisons vraiment de réaliser un bilan patrimonial. C'est un incontournable avec votre conseiller qui permettra d'étudier l'ensemble de ces pistes de travail. Et au travers de ce bilan, tout est pris en compte. Autant la situation personnelle, la situation familiale, la constitution de votre patrimoine immobilier et financier. Donc c'est à partir de là et en fonction de vos objectifs patrimoniaux que le conseiller vous préconisera la meilleure stratégie pour vous. Alors merci de votre attention et nous vous proposons maintenant de nous retrouver dans quelques secondes pour répondre aux questions que vous avez posées pendant la présentation. Je vous dis et on vous dit tous ensemble à tout de suite. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Gilles, responsable du marché des particuliers au sein du CIC Sud-Ouest. La présentation que vous venez de voir a été enregistrée en début de semaine et donc je remplace Marlène Hernandez pour la partie questions-réponses. Alors sans plus attendre, la première question, c'est Pascal qui l'a posée. Et Pascal, elle nous dit l'usufruit a une valeur. Si le conjoint survivant souhaite vendre la résidence principale pour laquelle il a l'usufruit, les enfants devront, à la vente, donner le montant de l'usufruit aux beaux-parents. Elle nous demande, Pascal, si c'est bien cela, et si oui, c'est important d'en parler, car cela peut léser fortement les enfants. Véronique, vous pouvez nous répondre à Pascal ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'usufruit a une valeur. De toute façon, dans la mesure où la vente nécessite l'intervention des vendeurs à un acte notarié, les nus propriétaires et l'usufruitier interviendront à cet acte et devront partager le prix en fonction des droits de chacun. Merci Véronique. Alors, une autre question, une question de Patrick. Alors, c'est plutôt 3 questions en une question. Peut-être, Polo, vous allez peut-être pouvoir nous aider à répondre. C'est sur l'assurance vie. Quelles sont les conditions pour ouvrir une assurance vie à un mineur ? À partir de quel âge ? Et est-ce que les 2 parents doivent signer ? Oui, Polo. Alors tout à fait. C'est même réglementaire. Les 2 parents doivent effectivement signer l'ouverture du contrat de leur enfant, sauf cas particulier où il y aurait, une décision de justice qui retirerait l'autorité parentale à un des 2 parents. Et il n'y a pas d'âge minimum requis pour la mise en place d'un contrat d'assurance vie. Merci Polo. Alors une autre question, une question de Virginie. Virginie qui nous demande la différence entre le droit temporaire et le droit viager sur le logement. Oui. Véronique. Alors le droit temporaire au logement est un droit obligatoire au profit du conjoint survivant ou du partenaire pacsé. On ne peut pas y déroger, c'est-à-dire qu'il s'impose à tous, alors que le droit viager, qui comme son nom l'indique va durer jusqu'au décès du bénéficiaire, celui-ci peut être retiré par disposition testamentaire ou chez un notaire. Merci Véronique. Alors une autre question de Martine sur les frais de succession. Comment faire pour connaître mes futurs frais de succession à payer, Polo ? Oui, alors très simple, il suffit de prendre rendez-vous avec son conseiller habituel. Il dispose d'outils de simulation et en fonction de votre situation et de son évolution, il pourra vous calibrer une projection de vos droits à venir. Bien sûr, tout cela peut être confirmé ensuite par un rendez-vous chez votre notaire. Merci Polo. Une question de Robert à présent. Robert qui nous demande s'il y a d'autres avantages matrimoniaux que la clause de préciput dont vous avez parlé tout à l'heure, Véronique. Oui, tout à fait. La clause de préciput est un des avantages matrimoniaux, mais il en existe d'autres comme l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. C'est une modification de régime que l'on adjoint souvent à la communauté universelle et qui protège au maximum le conjoint survivant. Il y a aussi la clause de partage inégal de la communauté. Et ces avantages matrimoniaux, de toute façon, nécessitent l'établissement d'un acte notarié et donc à voir avec votre notaire. Merci Véronique. Allez, une question de Sophie maintenant. Sophie, c'est sur l'assurance emprunteur. Sophie qui nous demande, est-ce que l'assurance emprunteur fonctionne aussi pour les crédits autres que les financements immobiliers, c'est-à-dire les crédits immobiliers, Polo ? Oui, bien sûr. En effet, l'assurance emprunteur
couvre l'ensemble des prêts que peuvent contracter nos clients, au-delà de la résidence principale, les crédits consommation, mais ça peut être aussi un achat immobilier au travers d'une SCI ou un prêt relais ou autre. Toute forme de prêt doit bénéficier d'une assurance emprunteur et c'est même fortement recommandé. Et puis, j'insiste encore une fois sur le fait que lorsque l'on contracte un emprunt au titre de sa résidence principale, il est judicieux d'être chaque co-emprunteur assuré à 100%, de sorte qu'en cas de décès, il y a une prise en charge totale de l'emprunt. Effectivement, il est très important de bien s'assurer. Tout à fait. Alors, une question de Florence. Florence qui nous dit « Je viens de racheter la maison de mes parents et j'ai 2 enfants. Je vis avec mon compagnon. Nous ne sommes ni mariés ni pacsés et ces enfants ne veulent pas me voir. Si je me paxe et si je meurs, est-ce que mon conjoint peut la louer et donner de l'argent à ses enfants ?» Véronique. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, si je me paxe, mon partenaire pacsé n'a absolument aucun droit successoraux. Et c'est d'autant plus vrai si aucun testament n'a été fait. Donc, en l'absence de testament, le partenaire pacsé n'est pas héritier. Il n'aura donc absolument aucun droit sur cette maison. Il ne pourra pas la louer, ni la vendre et donner l'argent à ses enfants. Voilà. Alors, tant qu'on est sur les testaments, Véronique, j'ai une autre question d'Isabelle. Isabelle qui dit « Dois-je obligatoirement déposer le testament chez un notaire ou puis-je le garder chez moi ?» Dans le premier cas, sur le testament, est-ce qu'il y a des frais ? Alors, il n'est jamais obligatoire de déposer un testament chez un notaire. Évidemment, si vous souhaitez conserver le testament chez vous, il est soumis à tous les aléas tels que incendie ou vol ou autre chose. Si vous déposez le testament chez le notaire, il n'y a aucun frais au moment du dépôt du testament. Il y aura des frais en revanche au moment du décès pour l'ouverture du testament. Merci Véronique. On va prendre une question de Bernard maintenant. Alors Bernard qui nous demande s'il peut désigner un bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie souscrit par un mineur. Polo. Alors certainement pas, puisqu'on ne peut pas spéculer sur le décès d'un mineur, ce qui est tout à fait normal. Donc il y aura obligatoirement au sein du contrat une clause bénéficiaire standard entre guillemets pour les mineurs, qui est la clause mes héritiers. Merci Polo. Une autre question, une question de David. David qui nous demande, alors dans le cadre d'une SCI, est-ce qu'il peut mettre sa résidence principale à l'intérieur de sa SCI, ses enfants mineurs ou seulement certains de ses enfants, et quel régime fiscal il peut avoir sous sa SCI? Est-ce qu'il est plutôt sur un régime fiscal à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés, Véronique? Alors, la SCI est un outil, comme on l'a dit tout à l'heure, fabuleux, qui permet d'organiser de manière très souple la gestion et la transmission du patrimoine. Donc, effectivement, on peut mettre sa résidence principale dans une SCI, on peut y intégrer des enfants mineurs sous certaines conditions et seulement certains des enfants. On n'est pas obligé de mettre tout le monde. Après, évidemment, il faudra aménager les statuts de manière à organiser tout ça et à protéger les enfants. Merci Véronique. Alors, une question de Corinne maintenant. Corinne qui nous demande s'il existe plusieurs types de contrats de prévoyance dont vous avez parlé tout à l'heure, Polo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, il existe plusieurs formes de contrats de prévoyance. La prévoyance classique, j'ai envie de dire, où il y a notamment l'option d'opter pour la rentrée éducation des enfants qui poursuivent des études, ou en tout cas il y a le versement de cette rente qui est assurée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant. Mais il y a aussi d'autres formes d'assurance. Ça peut être les assurances couvrant les accidents de la vie, ça peut être les assurances autour de l'organisation des obsèques, ou tout simplement de l'autonomie, puisqu'avec le vieillissement de la population, c'est un sujet qui va se développer malheureusement. Et donc, il y a ces différentes formes. Donc, il est important de bien calibrer ses besoins et de choisir le bon contrat avec un rendez-vous auprès de son conseiller habituel. Merci Polo. Alors une autre question maintenant de Jessica. Jessica qui nous dit qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, qu'elle a 4 enfants, 2 chacun non communs. Si un décès arrive, quels sont les droits sur les biens immobiliers en commun et financiers?
Oui. Véronique. Alors, donc si je comprends bien, il n'y a absolument aucun enfant commun. Ça veut dire, en l'absence de donation entre époux, que chacun reste propriétaire de son patrimoine. Et dans ce cas, les héritiers seront les enfants de chacun, sous réserve du droit du conjoint survivant, on l'a vu tout à l'heure, qui est de 1/4 en pleine propriété. Merci Véronique. Tamponi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors juste sur la partie financière, Ouais. je suis un peu redondant autour de l'assurance vie, mais c'est vrai qu'il y a possibilité de moduler justement la prise en charge partielle des frais de donation notamment, avec l'attribution au travers de la clause bénéficiaire des capitaux issus de l'assurance vie pour justement équilibrer ou moduler cet impact. Très bien, merci Polo. Une question de Vincent, et ce sera la dernière question parce qu'on a eu beaucoup de questions et on est attaché à respecter le timing. Vincent qui nous dit, alors c'est sur les donations graduelles et résiduelles, c'est une question technique. Comment sont calculés les droits de succession au moment du décès et à celui du premier gratifié, Véronique? Oui, alors on a vu qu'on peut désigner 2 personnes successives, premier gratifié, second gratifié. Donc au décès du donateur, le premier gratifié hérite, donc il paye ses droits de succession normalement, et évidemment le second gratifié ne paye rien puisqu'à ce moment-là il n'hérite de rien. Au moment du décès du premier gratifié, le second gratifié héritera, il paiera donc les droits de succession en fonction de son rapport avec celui qui avait prévu la donation, donc par exemple grands-parents, petits-enfants, mais seront déduits de ces droits de succession les droits déjà payés en amont par le premier gratifié, ce qui permet tout de même de réduire la facture des droits de succession. Merci Véronique. Alors comme je vous l'ai dit, nous remarquons que ce webinaire et ce sujet en particulier vous a beaucoup intéressé par la qualité et le nombre des questions posées. Mais je vous l'ai dit, on est attaché à respecter le timing, donc on va clore ce webinaire. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur la transmission, on a parlé beaucoup de transmission pendant ce webinaire, nous allons vous mettre en lien une série de podcasts sur le sujet. Dans la partie commentaires, vous aurez un replay sous cette keynote. Vous savez aussi que l'ensemble des conseillers CIC sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions et pour vous proposer la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour répondre à vos objectifs patrimoniaux en fonction de votre situation et toujours dans une démarche raisonnée et efficace. Merci Véronique, merci beaucoup, merci Polo pour vos interventions. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Excellente journée à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.